Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi certaines personnes, malgré une vie sociale bien remplie, ressentent-elles un vide intérieur, une distance inexplicable avec les autres? Pourquoi même, au milieu d'une foule, elles ont l'impression d'être seules? Ce sentiment de solitude n'est pas seulement une question d'isolement physique. Il s'agit d'une fracture plus profonde, une déconnexion avec soi-même, avec les parties cachées de son être. Carl Jung nous enseigne que la solitude naît lorsque nous cessons d'être en phase avec notre essence intérieure. Ce n'est pas l'absence de compagnie qui crée ce vide, mais l'incapacité à être authentiquement soi-même en présence des autres. L'individu moderne est souvent pris dans un tourbillon d'obligations sociales, d'images à entretenir et de rôles à jouer. Cette nécessité de correspondre à des attentes extérieures le pousse à refouler des aspects essentiels de sa personnalité. Mais tout ce qui est refoulé ne disparaît pas. Au contraire, cela s'accumule dans l'inconscient, créant des tensions invisibles qui se manifestent sous forme d'anxiété, de malaise et inévitablement d'un sentiment d'isolement. Lorsque nous interagissons avec les autres, nous ne le faisons jamais avec notre être véritable, mais avec un masque façonné par la société, la famille et nos propres insécurités. Jung appelle cela la persona, une façade sociale destinée à nous intégrer dans le monde. Mais lorsque cette personne devient trop rigide, elle finit par nous couper de nos véritables émotions et désirs. Nous devenons étrangers à nous-mêmes, et cette étrangeté se traduit par une incapacité à créer des liens profonds. La clé pour briser cet isolement n'est pas de chercher désespérément à multiplier les relations ou à s'adapter davantage aux attentes des autres. Il s'agit plutôt de plonger en soi, d'affronter ces parties oubliées, celles qui nous effraient, celles que nous avons jugées indignes d'être montrées. C'est un processus difficile qui exige une confrontation avec nos propres ombres, mais c'est aussi le seul chemin vers une véritable connexion avec les autres. Dans les profondeurs de notre esprit résident des fragments de nous-mêmes que nous avons rejetés, souvent sans même en être conscients. Ces fragments, Jung les appelle les complexes. Ce sont des noyaux émotionnels formés par des expériences passées, souvent douloureuses, qui continuent à influencer nos pensées et nos comportements, bien que nous les ayons relégués dans l'ombre. Un complexe n'est pas qu'un simple souvenir désagréable. C'est une force autonome qui agit sur nous sans que nous nous en rendions compte. Il nous pousse à réagir d'une certaine manière dans nos interactions, à ressentir une peur irrationnelle du rejet, à nous méfier des autres sans raison valable. Et surtout, il nous enferme dans un cercle vicieux où notre propre comportement alimente l'isolement que nous redoutons tant. Prenons l'exemple d'une personne qui, enfant, a vécu des expériences de rejet. Son inconscient a enregistré cette douleur et construit un complexe autour d'elle. Adulte, cette personne pourrait, sans s'en rendre compte, adopter un comportement distant ou défensif, entraînant les situations qui pourraient raviver cette peur. Ce faisant, elle repousse les autres et renforce son propre isolement. Pour briser cette boucle, il faut d'abord reconnaître l'existence de ces complexes. L'inconscient ne se laisse pas facilement sonder, mais il envoie des signaux, des réactions disproportionnées, des sentiments récurrents de malaise, des rêves troublants. En observant ces signes, en explorant nos propres émotions sans jugement, nous pouvons commencer à desserrer l'étau que ces forces invisibles exercent sur notre vie sociale. Dans notre quête de connexion, nous sommes souvent nos propres ennemis. Nous cherchons des relations idéales, des amitiés parfaites qui nous apporteront une compréhension totale, un soutien inébranlable. Mais cette attente est un piège, car elle est fondée sur une illusion.
Jung nous met en garde contre la tendance à projeter nos désirs inassouvis sur les autres. Nous idéalisons nos amis potentiels, espérant qu'ils rempliront un vide en nous. Mais cette idéalisation nous empêche de voir les gens tels qu'ils sont réellement. Lorsqu'ils ne correspondent pas à nos attentes, nous sommes déçus et nous nous répondons encore davantage sur nous-mêmes. Accepter l'imperfection des autres est une étape clé vers des relations plus profondes. Cela implique de reconnaître que l'autre n'est pas là pour combler nos manques, mais pour partager un chemin avec nous, avec ses propres forces et faiblesses. L'un des concepts les plus fascinants de Jung est celui de l'ombre. Cette partie de nous que nous préférons ignorer, ces désirs que nous trouvons inacceptables, ces émotions que nous refoulons. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle se manifeste à travers nos jugements envers les autres. Quand nous critiquons quelqu'un avec une intensité particulière, il est probable que nous projetons sur lui une part de notre propre ombre. Nous voyons en l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Ce mécanisme nous éloigne des autres en nous enfermant dans une illusion, celle que notre solitude est provoquée par les défauts des autres et non par notre propre refus d'affronter certaines vérités sur nous-mêmes. L'intégration de l'ombre est un pas essentiel vers des relations plus sincères. Elle nécessite du courage, car elle implique d'admettre des aspects de nous que nous préférerions ignorer. Mais c'est seulement en acceptant pleinement qui nous sommes que nous pouvons nous ouvrir véritablement aux autres. Certaines personnes sont naturellement portées vers la solitude. Jung distingue deux tendances fondamentales de la psyché, l'introversion et l'extraversion. Les introvertis trouvent leur énergie dans le monde intérieur, tandis que les extravertis la puisent dans l'interaction sociale. L'isolement d'un introverti n'est pas toujours un signe de malaise. Il peut être un besoin naturel, mais lorsqu'il devient une prison, il faut chercher un équilibre. De même, un extraverti peut souffrir d'un vide intérieur malgré une vie sociale intense s'il ne prend pas le temps de se reconnecter avec lui-même. Le but ultime, selon Jung, est l'individuation, le processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, en intégrant toutes les parties de notre être, y comprenant celles que nous avons refoulées. Ce voyage peut être solitaire, car il nécessite de s'éloigner des normes imposées par la société. Mais paradoxalement, c'est en devenant authentique que nous attirons des relations plus sincères. Ceux qui vivent dans l'illusion finissent par se retrouver entourés de liens superficiels. Ceux qui osent être eux-mêmes trouvent des connexions plus profondes. Nous ne sommes pas seuls dans notre quête de connexion. Nous partageons tous un héritage commun, ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Ce réservoir de symboles et d'archétypes influence nos perceptions et nos relations, souvent sans que nous en ayons conscience. Prendre conscience de cet héritage nous permet de mieux comprendre nos propres réactions et celles des autres. Cela nous aide à dépasser les malentendus, à voir au-delà des différences superficielles pour reconnaître les liens profonds qui unissent tous les êtres humains. Nous avons parcouru les profondeurs de l'inconscient, exploré les pièges qui nous éloignent des autres et découvert les chemins qui mènent à des relations authentiques. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Serez-vous prêt à plonger en vous-même, à affronter vos ombres, à dépasser vos illusions? Le véritable changement commence par une prise de conscience. À vous de jouer. Avez-vous déjà rencontré une personne qui est entrée dans votre vie au moment exact où vous en avez besoin? Peut-être avez-vous croisé quelqu'un qui vous a dit une phrase qui résonnait étrangement avec une situation que vous viviez. Ces coïncidences semblent parfois trop précises pour être le fruit du hasard. Carl Jung appelle cela la synchronicité, l'idée que certains événements sont connectés non par une causalité logique, mais par une signification profonde. La solitude peut parfois donner l'impression d'être prisonnier d'un monde indifférent.
où chaque rencontre semble banale et sans impact. Mais lorsque nous prêtons attention aux signes subtils, nous réalisons que certaines interactions portent en elles une signification cachée, un message que notre inconscient essaie de nous transmettre. Jung considérait la synchronicité comme une manière pour l'inconscient de guider nos choix, de nous mettre en face des leçons que nous devons apprendre. Lorsque nous sommes fermés à nous-mêmes, ces moments passent inaperçus. Nous ne voyons que des coïncidences insignifiantes. Nous ne prêtons pas attention aux rencontres qui pourraient être déterminantes. Mais en développant notre sens de l'introspection, en étant plus à l'écoute de notre propre transformation intérieure, nous nous ouvrons à ces connexions signifiantes. Certaines amitiés naissent de manière presque miraculeuse, comme si une force invisible avait orchestré la rencontre. Il peut s'agir d'une discussion anodine qui nous amène à une profonde prise de conscience, ou d'une personne rencontrée par hasard qui nous offre exactement ce dont nous avions besoin à ce moment précis. Ces rencontres ne sont pas toujours confortables. Parfois, elles nous confrontent à des vérités que nous ne voulions pas voir. Mais c'est précisément cela qui leur donne de la valeur. Prendre conscience de la synchronicité dans nos relations nous apprend à apprécier chaque interaction avec plus de profondeur. Rien n'est totalement fortuit. Chaque échange, même bref, peut contenir une graine de transformation. Le voyage intérieur est semé d'embûches. Jung s'est inspiré des mythes et des légendes du monde entier pour montrer que toute transformation passe par un moment de solitude. Le héros des récits anciens ne se découvre jamais dans le confort du foyer. Il doit partir, s'égarer, affronter des épreuves. L'isolement n'est pas une punition. C'est une étape essentielle pour se rencontrer soi-même. Beaucoup de ceux qui souffrent de solitude tentent désespérément d'y échapper, en multipliant les distractions ou en recherchant la compagnie des autres à tout prix. Mais ce refus d'être seul empêche de comprendre la véritable nature de la solitude. C'est dans ces moments d'isolement que nous sommes confrontés à notre propre vide, à nos peurs les plus profondes. C'est dans ces moments que nous découvrons ce qui nous anime réellement, ce qui nous manque, ce que nous avons fui toute notre vie. La solitude est une initiation, une épreuve par laquelle nous devons passer pour nous libérer de nos illusions. Ceux qui acceptent ce voyage reviennent transformés. Ils ne recherchent plus la compagnie par peur du vide, mais par désir de partage sincère. Ils ne cherchent plus à être compris à tout prix, car ils ont appris à se comprendre eux-mêmes. Le parcours du héros nous enseigne que la solitude n'est pas une fatalité. Elle est le creuset dans véritable lequel nous forgeons notre identité. Nos relations ne sont jamais neutres. Elles sont façonnées par notre passé, par nos blessures, par des souvenirs dont nous n'avons parfois même plus conscience. Jung appelle ce phénomène le transfert. La manière dont nous projetons sur les autres nos émotions et attentes non résolues. Lorsqu'un ami nous déçoit, est-ce vraiment lui qui nous bénisse, ou bien réveillons-nous une douleur plus ancienne? Lorsqu'une relation nous semble toxique, est-ce parce que l'autre personne l'est réellement, ou bien sommes-nous en train de revivre un schéma inconscient? Beaucoup de conflits naissent de ces projections. Nous voyons en l'autre ce que nous avons peur d'affronter en nous-mêmes. Un simple retard devient un signe de rejet, un silence devient une trahison, une critique devient une attaque personnelle. Ce que nous refusons d'admettre, nous l'attribuons aux autres. Le seul moyen de briser ce cycle est d'apprendre à observer nos réactions avec lucidité. Lorsque nous ressentons une émotion forte dans une relation, il faut se demander d'où vient cette émotion? Est-ce vraiment cette personne qui la provoque, ou bien réactivait-elle une blessure plus profonde? Se libérer du transfert, c'est retrouver une relation plus juste avec les autres. C'est voir les gens pour ce qu'ils sont, et non comme des reflets de notre passé. Tout au long de notre vie, nous cherchons des guides. Nous espérons trouver quelqu'un qui détient les réponses, quelqu'un qui pourra nous dire quoi faire. Mais Jung nous rappelle que le véritable guide n'est pas extérieur. Il est en nous.
L'archétype du sage représente cette part de nous qui sait, qui comprend, au-delà des mots et des raisonnements. Il ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, il prend la forme d'une intuition soudaine, d'un rêve marquant, d'un pressentiment qui refuse de disparaître. Mais nous avons appris à ignorer cette voix. Nous préférons nous en remettre aux avis extérieurs, aux tendances, aux règles imposées par la société. Nous avons peur d'écouter cette sagesse intérieure car elle nous oblige à prendre nos responsabilités. Se reconnecter à cette partie de nous exige du silence, de l'introspection. Il faut apprendre à écouter sans chercher immédiatement des réponses à l'extérieur. La solitude devient alors un terrain fertile, un espace où cette voix peut enfin se faire entendre. Plus nous apprenons à suivre cette guidance intérieure, plus nous gagnons en clarté dans nos relations. Nous cessons d'attendre que les autres nous disent qui nous sommes. Nous n'avons plus besoin de validation extérieure. Sous toutes nos couches de rationalité, sous nos masques sociaux, il existe une part de nous qui n'a jamais changé, notre enfant intérieur. Cet enfant, Jung l'appelle l'archétype du divin enfant. Il représente notre capacité à voir le monde avec émerveillement, à aimer sans crainte, à être pleinement présent. Mais la peur du rejet, les blessures du passé, la rigidité du monde adulte nous poussent à étouffer cette partie de nous-mêmes. Nous devenons cyniques, méfiants, calculateurs. Nous nous protégeons en mettant une distance entre nous et les autres. Or, c'est cette spontanéité, cette capacité à être vulnérable, qui rend les relations authentiques. Lorsqu'un enfant tend la main, il ne calcule pas. Il ne se demande pas s'il sera accepté ou non. Il est simplement dans l'instant. Retrouver cet état d'être demande du courage. Il faut accepter d'être imparfait, d'être parfois maladroit, d'oser être sincère. Mais c'est le seul moyen de créer des liens réels, profonds. Nous avons tous une quête intérieure de connexion, un besoin profond d'être compris, aimé, reconnu. Cet élan, Jung le nomme l'archétype de l'amant. Il ne se limite pas à l'amour romantique. Il englobe toute forme de relation qui nous nourrit émotionnellement et spirituellement. Mais la peur de la souffrance nous pousse souvent à réprimer cet élan. Nous préférons rester en surface, éviter de nous attacher, minimiser nos émotions. Pourtant, c'est en osant plonger dans cette vulnérabilité qui naissent les liens les plus intenses. Chaque relation est une opportunité de croissance. À travers elle, nous découvrons qui nous sommes réellement. Reste à savoir, osez-vous ouvrir à cette vérité ?